All rise. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le juge président, bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire. Je vous prie, la greffière d'audience. Bonjour, monsieur le président, madame et messieurs les juges. La situation en République centrafricaine 2. Affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Gaïssona, référence ICC 0114-0118. Et je vous rappelle que nous sommes en audience publique. Le juge président, merci. La présentation des parties a commencé par l'accusation. Monsieur Van der Pouye. Aujourd'hui, je ne me trompe pas, c'est vous qui allez vous exprimer. Monsieur Van der Pouye, bonjour, monsieur le président, madame et messieurs les juges. Bonjour à toutes et à tous. L'accusation représentée par Lucio Garcia, Maria Berdinikova, madame Pradagan, Yacine Mosfa, Sylvie Waksham, madame Axius et moi-même, Kweku Van der Pouye. Le juge président, très bien, merci. Madame Douzima, c'est à vous. Je vous remercie, monsieur le président. L'équipe des représentants légaux des autres crimes est composée de Orchelon Maratsetse, Enrique Carnero Oyo, Alexis Larivière, Evelyne Ombeni et moi-même, Marie-Edith Douzima. Je vous remercie. Le juge président, merci. Maître Douzima, Maître Seproun, c'est à vous. Maître Seproun, merci monsieur le président. Madame et messieurs les juges, les anciens enfants soldats sont représentés par Amina Merouche et moi-même, Dmitri Souproun. Le juge président, la défense a commencé par monsieur Yekatom comme à l'accoutumée. Maître Dimitri, merci monsieur le président. Madame et messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Yekatom est présent dans la salle d'audience aujourd'hui. Il est représenté aujourd'hui par Sabrine Bessa, Alexandra Baer, Anta Guissé, Sarah Bafadel, Florent Pages-Granier, Yousra Lamkadam, Guillaume Suzuki, Léa Benoît, Amaury Mandossé, Roman Queret et Evelyse Ngakusa et moi-même Mylène Dimitri. Le juge président, très bien. Cette tâche n'était pas très aisée que de présenter cette équipe. Maître Proux pour l'autre équipe de la défense. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à toutes et à tous. Au cours de du premier volet d'audience, l'équipe de Gaïssona est représentée par Sarah Petrozoda, Madame Eleftherio, Louvain Crignon, Mélissa Beaulieu-Lucie et Alexandre Xavier et moi-même, Marie-Hélène Proux, mais il y aura un changement de composition pour le deuxième volet d'audience. Le juge président, vous nous en direz plus un peu plus tard. Et en tant que chambre, nous n'aurons que 2 volets d'audience de 2 heures aujourd'hui, ce qui signifie que nous aurons 2 heures de volet d'audience jusqu'à 11h30, grosso modo, peut-être plus proche de 11h. Nous aurons ensuite une très courte pause pour les interprètes de 5 minutes et nous allons raccourcir la pause déjeuner. Et nous envisageons d'entamer la deuxième équipe de la défense à 12h30. Voilà, je donne la parole à Maître Dimitri. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, je ne rappellerai pas suffisamment souvent que c'est un privilège de me présenter devant vous et que j'ai eu le privilège de travailler avec cette équipe de la défense. Aujourd'hui, je vais m'exprimer, suivi de Madame Bessat, puis de Monsieur Pages-Granier, puis je prendrai la parole une dernière fois pour conclure nos arguments oraux sur la détermination de la peine. Comme mon contradicteur du bureau du procureur l'a dit hier, c'est la première fois que la Cour entend des
observations avant de rendre un arrêt au titre de l'article 74. Mais contrairement à l'accusation, nous n'allons pas rouvrir des questions de fond portant sur ce dossier. Au lieu de cela, nous allons nous borner dans nos observations à présenter des arguments qui aideront les juges de la Chambre dans la détermination de la peine. Lorsqu'un accusé se présente devant la Cour pénale internationale, sa crédibilité est forcément réduite, voire entièrement absente, dès le début de la procédure. Donc il est tout particulièrement important de mettre les choses au point lorsqu'on parle de la peine, lorsque cela intervient avant un arrêt au titre de l'article 74, et notamment lorsque les trois intervenants d'hier ont tenté de diminuer les intentions de M. Yekatom, sa crédibilité et ses objectifs à l'époque des événements et après ceux-ci. Et hier encore, à ce stade de la procédure, en amont d'une décision au titre de l'article 74, la présomption d'innocence de M. Yekatom a été bafouée. L'accusation, ainsi que les représentants des victimes, ont essayé de montrer un manque de remords vis-à-vis de ces crimes, sans tenir compte de son empathie vis-à-vis des victimes et de la population musulmane durant les événements. Et son manque de remords apparent pour des crimes dont il n'a pas encore été condamné et dont certains ont été fabriqués de toutes pièces, selon nous. Aujourd'hui, vous entendrez Mme Bessat qui va vous parler du caractère de M. Yekatom, qui il était, et des valeurs qu'il défendait. Vous l'entendrez vous parler également de facteurs d'atténuation et d'éléments de preuve qui semblent avoir été omis par le bureau du procureur et les représentants des victimes dans leurs observations. M. Pagès-Granier abordera ensuite la personne qui est devenue M. Yekatom après six années de réclusion. Nous vous prions, avec tout le respect, d'écouter la description de M. Yekatom avec la crédibilité qu'il mérite en tenant compte du contexte dans son intégralité, contexte qui comprend son attitude vis-à-vis de cette procédure. Il avait pour intention, il a eu pour intention de s'opposer à tout retard dans la procédure, à tout report. Et nous avons fait en sorte que la justice ne soit ni retardée ni compromise. Nous avons été guidés par ce désir de M. Yekatom en facilitant la coopération avec l'accusation et les représentants des victimes dès lors que cela a été possible lors de cette procédure. Et lorsque l'accusation a fait face à des défis quant à la disponibilité des témoins, nous avons fourni des alternatives constructives. Nous avons fait en sorte que la procédure suive son cours. Comme l'a montré M. Yekatom, il a eu la volonté de s'engager de manière productive et de participer à cette procédure. Et même lorsque nous avons été confrontés à des problèmes bureaucratiques au centre de détention, où les droits culturels de M. Yekatom ont été remis en cause, eh bien, il a accepté d'établir des mécanismes avec courtoisie, avec persévérance. Comme M. Pagès-Granier vous l'expliquera, même après avoir obtenu une décision de la présidence reconnaissant les droits de M. Yekatom et qui soulignait la non-conformité par le greffe, eh bien le greffe n'a pas agi et n'a pas mis en œuvre cette décision. L'indifférence du greffe vis-à-vis de la demande de la défense doit également être prise en considération, notamment dans le contexte des allégations de fabrication d'éléments de preuve. Vous avez entendu le représentant des anciens enfants soldats hier qui exige, qui demande 20 années de prison au nom de ses 292 clients. Étant donné qu'il s'exprime et s'est exprimé au nom de ses 292 clients et a décrit leurs préjudices et leurs souffrances alléguées, subis par leur soi-disant commandant. Donc je ne veux pas rester muette quant à la fabrication d'éléments de preuve.
Lorsque nous avons demandé au greffe de mener une enquête interne sur cette question de l'implication de personnes sous contrat du greffe dans le cadre de la fabrication d'évidences, d'éléments de preuve, notre demande a été rejetée, arguant à tort que les interactions de certaines personnes affiliées à la Cour relevaient du contentieux dont vous êtes saisi. Ces affirmations étaient déplacées. Une telle position n'empêche pas le greffe d'exercer son mandat administratif, qui consiste à appliquer les instructions internes dès lors qu'il y a mauvaise conduite en interne ou faute professionnelle, diligentant ainsi des investigations sur ces intermédiaires sous contrat. Toutefois, le greffe a refusé d'agir. Et je soulève cette question à ce stade, alors que nous parlons de la détermination de la peine, car cela est pertinent pour ce qui est des circonstances auxquelles M. Yekatom fait face dans cette procédure. Et cela est pertinent vis-à-vis de la manière dont il s'est comporté vis-à-vis de ces circonstances difficiles. Et qu'il me soit permis de vous poser une question. Je vais vous demander de vous mettre à ma place. En fin de compte, l'accusation reconnaît la fabrication des éléments de preuve divulgués par la défense. Et en dépit de la gravité de ces révélations, le greffe continue à signer des contrats avec des individus impliqués dans ces enquêtes au titre de l'article 70. Après que nous ayons expliqué à M. Yekatom tout ce que nous avons fait, toutes les demandes que nous avons soumises, toutes les requêtes que nous avons produites et soumises, eu égard à la fabrication de ces éléments de preuve, il m'a posé à son tour un certain nombre de questions. Et je ne suis pas en mesure de lui répondre lorsqu'il me demande combien de formulaires de victimes ont complété ces intermédiaires. Et je suis incapable de lui apporter des réponses lorsqu'il me demande si ces intermédiaires sont restés sous contrat de l'unité des victimes et des témoins ou du bureau du conseil public qui sont des organes du greffe. Que puis-je lui répondre lorsqu'il me demande si les membres de la famille de ces personnes-là sont encore des victimes participantes ou est-ce qu'ils font partie de ces victimes qui hier requièrent 20 ans d'emprisonnement? Aujourd'hui, je vous demande de tenir compte de ces violations de la procédure dans vos considérations, dans la manière dont cela a eu un impact sur les ressources et le temps alloués à M. Yekatom pour préparer correctement sa défense, car il s'agit d'un droit fondamental reconnu par le statut de Rome. Imaginez-vous combien de temps nous avons passé, combien de ressources nous avons utilisées pour enquêter uniquement sur les actes frauduleux de ces intermédiaires qui officiaient pour le compte des organes du greffe. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous et nous ne sommes pas là pour vous demander un service, une faveur, mais pour vous demander justice, équité vis-à-vis de M. Yekatom. Nous vous demandons de tenir compte de son comportement lors des événements, après les événements en question, et y compris son comportement tout au long de la présente procédure. Dans quelques instants, mes collègues vous diront comment, en dépit des frustrations découlant de l'absence d'action du greffe, M. Yekatom a respecté les règles qui lui étaient imposées. M. Yekatom, son objectif a toujours été de faire confiance à la justice et jamais d'entraver ses rouages. Au contraire, l'accusation a essayé de décrire quelqu'un qui n'aurait aucun mérite. L'accusation adopte une approche déraisonnable, y compris vis-à-vis de la peine proposée de 22 années. Monsieur Pagès-Granier vous entretiendra tout à l'heure, enfin après mes collègues, je vous montrerai comment l'accusation n'a pas étayé cette demande de peine, notamment comparée à d'autres peines infligées par cette même Cour et demandées par le bureau du procureur lui-même dans d'autres affaires devant la Cour pénale internationale. Je donne maintenant la parole à Madame Bessa, le juge président. Très bien. Madame Bessa, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, le 9 juillet 2020, Monsieur Ekatom apparaissait pour la première fois devant votre Chambre. Il y a maintenant plus de 4 ans. Et depuis cette première audience de mise en état, et tout le long de son procès, vous avez vu presque quotidiennement Monsieur Ekatom assis dans cette salle d'audience. Vous avez entendu des témoins, les uns après les autres, vous parler de Monsieur Ekatom. Et ces derniers jours, vous avez entendu Monsieur le procureur, les représentants légaux des victimes, vous dresser un portrait erroné et déraisonnable de Monsieur Ekatom. Vous disant notamment, et je cite, que la réputation violente de Monsieur Ekatom était reconnue et fondée. Et j'aimerais à mon tour remédier à cela, vous présenter qui est véritablement Monsieur Ekatom. Parce qu'il est facile de romancer les accusés dans les procès internationaux, mais il est important que vous compreniez qui est véritablement Monsieur Ekatom, en tant qu'individu et dans le cadre du prononcé de la peine. Dans un premier temps, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous parler de la vie de Monsieur Ekatom. Monsieur Ekatom est né le 23 janvier 1975 dans le quartier de Catin, à Bangui. Il vient d'une famille modeste. Son père était employé de banque et sa mère en foyer, vendait également des petites marchandises sur une étale pour compléter les fins de mois. Et comme le veut parfois la tradition en Centrafrique, M. Ekatom s'est vu attribuer à sa naissance le nom de 2 de ses oncles. Son premier oncle s'appelait Mokpem Rambo et M. Évariste Ekatom, son deuxième oncle, qui était membre des FACA. M. Ekatom a grandi dans le quartier de Catin. Il est allé à l'école jusqu'en 4e année du secondaire. Et son éducation a malheureusement été interrompue plusieurs fois à cause des crises politiques qui ont affecté la Centrafrique. Comme l'atteste le témoin D29 80 23, M. Ekatom a grandi parmi ses camarades de confession musulmane qu'il a côtoyés et fréquentés de son enfance à sa vie d'adulte, comme vous pouvez le voir devant vous sur vos écrans. Et durant son enfance, M. Ekatom aimait jouer au foot. Il jouait au foot sur le terrain de Sagbado. C'est un terrain vague qui se situe dans le quartier du PK5, dans le 3e arrondissement de Bangui. M. Ekatom jouait sur ce terrain de foot avec ses amis, des jeunes de différents quartiers et de différentes confessions. Et c'est comme ça qu'il a rencontré le témoin P1317, prénommé Ibrahim. Lorsque son père est décédé, malheureusement, M. Ekatom, qui est l'aîné de ses frères et sœurs, a dû arrêter définitivement l'école et commencer à travailler. Il a commencé à vendre des petites marchandises dans le quartier du PK5, notamment des chaussures. Et au bout de quelques années, pour améliorer la condition financière de sa famille, il a décidé de partir à Brazzaville, une ville qu'il a choisie notamment pour sa proximité, pour rester proche de sa famille. Et même dans ce nouveau pays, qui n'était pas le sien, M. Ekatom a réussi à continuer à faire du commerce. Et il a sacrifié 8 ans de sa vie pour sa famille. C'est comme une personne courageuse et qui aime travailler que le décrivent ses amis et ses proches. Et je fais référence ici aux témoins D29 8017 et D29 8023, qui le dépeignent, et vous l'avez devant vous sur l'écran, comme une personne généreuse, aidante et un homme proche des personnes défavorisées. Il est notamment précisé, et vous le voyez à l'écran, que M. Ekatom a aidé la population de son quartier pour payer les funérailles ou améliorer notamment la condition des routes. Alors après ces 8 années à Brazzaville, M. Ekatom a décidé de revenir à Bangui. Et il a continué à faire du commerce avec son ami, le témoin D29 8023. En 2003, M. Ekatom a rejoint le mouvement des libérateurs de l'ancien président Bozizé pour renverser le pouvoir du président Patassé, alors au pouvoir. Il a ensuite commencé une formation militaire dans l'armée régulière en 2004 dans la région de Bouar, au nord-est de la Centrafrique.
Et à l'issue de cette formation militaire, M. Ekatom est entré dans le bataillon provincial de la garde républicaine en tant que fantassin. Au cours de sa carrière militaire, M. Ekatom a été promu 3 fois, suivant le règlement militaire et comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Il est arrivé jusqu'au rang modeste de caporal-chef, gravissant les échelons sans aucun favoritisme, contrairement à d'autres militaires en Centrafrique. Et au cours de sa carrière, en 2008, M. Ekatom a été affecté au 3e bureau de l'état-major, plus connu sous le nom de B3. Il travaillait à la section des archives, sous les ordres du capitaine Grémangou. M. Ekatom, et comme vous le savez, est resté militaire jusqu'en 2016, année durant laquelle il a été élu député de la circonscription de Mbaïki 2 à l'Assemblée nationale. Et c'est à Pawa, toujours dans le nord-est de la Centrafrique, que M. Ekatom a rencontré son ancienne épouse, la témoin D29-8024, prénommée Aïcha, de confession musulmane, et avec laquelle il a eu une fille, elle-même de confession musulmane. La déclaration de D29-8024 vous a été soumise. Elle vous décrit comment M. Ekatom a toujours été respectueux de sa religion. Vous pouvez voir sa déclaration sur vos écrans, et dans laquelle, notamment, au paragraphe, et je voudrais vous citer une partie de cette déclaration, notamment le paragraphe 15, et je cite, « À l'époque, Rambo était militaire à Pawa. Nous avons sympathisé alors qu'il était en sortie avec un groupe d'amis. Il a commencé à me courtiser. Il savait que j'étais musulmane, je portais déjà le voile à Pawa, je l'ai toujours porté. Je faisais également mes 5 prières par jour. Quand j'étais avec lui, j'allais prier et il respectait cela. La religion n'a jamais été un problème quand je l'ai fréquenté. » Alors, M. Ekatom a ensuite présenté Aïcha à ses amis, notamment aux témoins D29-8023 et à sa famille. Et de la même manière, Aïcha a présenté M. Ekatom à sa famille, et notamment à son frère, le témoin D29-8026, qui témoigne plus généralement du respect de M. Ekatom envers l'islam et les musulmans. Il indique, et vous pouvez le voir à l'écran, « J'ai toujours constaté qu'il était respectueux à mon égard et envers les musulmans de manière générale. Par exemple, s'il venait me rendre visite et que je priais, il restait dans un coin en attendant que je finisse. Je savais aussi qu'il respectait la pratique religieuse de ma sœur. Elle porte toujours le voile et il n'a jamais interdit cela. Malgré leur séparation, qui est due à la distance, M. Ekatom a toujours gardé contact avec elle par téléphone. Il a continué à subvenir aux besoins de sa fille et à lui rendre visite au Cameroun, où elle résidait avec sa mère. Encore actuellement, M. Ekatom l'appelle depuis le centre de détention. Et sa fille est venue lui rendre visite l'année dernière, en 2023, et une des choses à laquelle M. Ekatom a pensé en tant que père de famille est de s'assurer que durant sa présence au centre de détention, elle puisse continuer à pratiquer sa religion. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous parler maintenant un peu plus longuement de la famille de M. Ekatom et de l'impact de la détention sur M. Ekatom et sur sa famille. Et pour que nos soumissions soient claires, je vais vous parler de l'impact de cette détention sur M. Ekatom pour que vous compreniez mieux sa personnalité. Et dans quelques instants, mon confrère, Maître Pagès Granier, reviendra plus longuement sur les violations des droits en détention qui devraient être garantis à M. Ekatom. Et l'explication de cet impact de la détention vous permettra de comprendre qui est M. Ekatom. Parce qu'avant d'être un accusé dans cette salle d'audience, M. Ekatom, c'est un fils, c'est un frère, c'est un mari, c'est un père de famille, un grand-père qui est très impliqué dans la vie des membres de sa famille. Et avant de continuer mes propos sur l'impact de cette détention sur M. Ekatom,
je voudrais ouvrir une courte parenthèse et revenir sur les propos qui ont été tenus dans cette salle d'audience en décembre dernier par les représentants légaux des victimes. Et je cite : « Nous avons entendu l'accusé se plaindre des conditions d'existence et de traitement à la maison d'arrêt, soutenant qu'il n'était tenu aucun compte de sa culture dans son alimentation, n'ayant eu droit qu'à quelques visites de ses proches. Ces propos ont profondément bouleversé les victimes qui vivent dans la misérabilité permanente, d'autant que ces conditions de vie, tant décriées par ailleurs, sont tout de même à la charge de la Cour. » Fin de citation. Alors je voudrais être très claire, et c'est vraiment important pour M. Ekatom, nous ne remettons à aucun moment en question les souffrances terribles des victimes des événements de 2013 et de 2014. Il est crucial que selon la décision que vous rendrez, leur intérêt soit pris en compte. Mais vous le savez, le système judiciaire n'a pas pour but de faire souffrir les accusés en proportion de la souffrance des victimes. Et devant une juridiction internationale telle que celle-ci, il ne s'agit pas d'appliquer la loi du talion, mais d'appliquer les meilleures pratiques en matière de détention. Et des conditions de détention respectant les normes internationales ne diminuent en rien l'importance de ce que la justice doit aux victimes. Au contraire. Alors dans mes propos aujourd'hui, et ainsi que ceux qui suivront de Maître Pagès-Granier, vous m'avez entendu et vous allez m'entendre parler de la vie de M. Ekatom, de sa détention, du fait qu'effectivement il y a un manque de prise en considération culturelle dans la détention provisoire de M. Ekatom. Parce que la Cour est une cour internationale qui a la particularité de juger des personnes provenant du monde entier depuis un territoire européen. Cet aspect ne peut être négligé. Les droits de l'accusé en détention, et c'est notre devoir en tant qu'équipe de défense, doivent être défendus et leurs violations prises en compte pour le prononcé de sa peine. Ceci étant dit, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je referme cette parenthèse et je voudrais revenir sur la situation familiale de M. Ekatom. M. Ekatom est père de 14 enfants qu'il a eus avec différentes épouses. Parmi eux, 8 sont mineurs. 2 de ces enfants sont orphelins de mère et depuis le transfert de M. Ekatom, il se retrouve avec un père qui réside à des milliers de kilomètres. Et M. Ekatom n'a pas pu les faire venir en visite familiale depuis son transfert, et cela l'affecte profondément. Le dernier enfant de M. Ekatom est né en décembre 2018, quelques semaines après son arrestation et son transfert. Et je voudrais vous montrer 2 photos de cet enfant. 6 ans séparent ces 2 photos et représentent également le temps que M. Ekatom a passé en détention. Ce n'est que lors d'une visite familiale en mars 2020 que M. Ekatom a pu rencontrer pour la première fois son fils, qui était alors âgé d'1 an et demi. Et avant son arrestation, M. Ekatom s'occupait également de sa mère, dont il était très proche. Il l'assistait financièrement et moralement. Elle non plus, il n'a pas pu la voir depuis son arrestation. Et pour que vous compreniez l'importance de la relation de M. Ekatom avec sa mère, je vous réfère particulièrement à la déclaration du témoin D29-8024 qui évoque la prise en charge de leur mère, donc de la mère de D29-8024 et de la mère de M. Ekatom, qui était un sujet récurrent dans leur conversation. Vous pouvez voir cet extrait sur vos écrans. Alors, depuis son transfert à La Haye, M. Ekatom a tout mis en œuvre pour essayer de garder contact avec ses proches et de leur venir en aide comme il le pouvait. Mais vous en conviendrez, ça n'est pas toujours facile à des milliers de kilomètres de sa famille. Et avec des moyens de communication limités. Et je dis limités, car il faut garder en tête certains aspects qui reflètent la réalité de la Centrafrique et lorsque l'on parle de détenus centrafricains. D'une part, tous les membres de la famille en Centrafrique de M. Ekatom ne possèdent pas de téléphone. Et d'autre part, le réseau téléphonique centrafricain n'est en rien comparable à celui que vous connaissez ici et ne couvre pas l'ensemble du territoire centrafricain. Pour rappel également, les appels téléphoniques de M. Ekatom sont limités et coûteux.
l'organisation de visites familiales financées au centre de détention, et il est bon de le rappeler, dépend de contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale, notamment de contributions des États parties, ce qui veut dire que quand il n'y a pas d'argent dans ce fonds, il n'y a pas de visite familiale financée pour les détenus à la Cour pénale internationale. Et M. Ekatom s'est vu refuser plusieurs fois ces demandes de visite, car le fonds était vide. Alors M. Ekatom est très reconnaissant de la possibilité offerte par le greffe de parler à sa famille par visioconférence, mais vous le comprendrez aisément, cela ne remplace en rien une visite en personne durant lesquelles vous pouvez serrer vos proches dans les bras. Et vous pouvez facilement imaginer les sentiments de solitude et de tristesse ressentis alors par M. Ekatom. En quelques jours, il a complètement été déraciné de sa communauté, de son quotidien, de son travail. Et ces sentiments de tristesse et de solitude affectent également le quotidien de sa famille en Centrafrique. Cette détention a également eu un impact financier sur la famille de M. Ekatom, puisqu'avant son arrestation, il était la source principale de revenus pour sa famille. Je souhaiterais vous rappeler à cet égard que M. Ekatom a été jugé indigent par la Cour. Alors depuis 6 ans, M. Ekatom fait tout son possible pour contribuer, comme il le peut, à les aider. Et au centre de détention, M. Ekatom fait des heures de ménage. Miss Besa, I'm reminded by the interpreters that you perhaps... Maître, les interprètes me rappellent de vous dire de bien vouloir ralentir. Vous n'êtes pas la première, espérons que vous serez la dernière à ne pas respecter cette instruction. Merci, Monsieur le Président. Toutes mes excuses aux interprètes. Alors, au centre de détention, comme je vous le disais, M. Ekatom fait des heures de ménage. Et une partie de la rémunération qu'il perçoit pour ces heures de ménage couvre les frais de sa nourriture. Une autre partie sert à payer les frais des appels téléphoniques. Et la troisième partie de cette rémunération est envoyée à sa famille. Et depuis sa cellule, M. Ekatom s'est mis à confectionner des bracelets de perles en plastique. Il les a d'abord fabriqués en cadeau pour ses proches, puis il en a fabriqué en plus grande quantité pour que sa famille puisse les vendre à Bangui et en tirer un petit bénéfice. C'est un moyen pour lui de continuer à leur venir en aide malgré sa condition. Madame, Messieurs les juges, je voudrais maintenant vous parler des circonstances atténuantes que nous vous demandons de prendre en considération dans le cadre du prononcé de la peine. Aussi bien dans leur mémoire que dans leurs propos en audience hier, le procureur et les représentants légaux des victimes vous ont dit qu'il n'y avait aucun facteur atténuant pouvant être pris en considération dans le prononcé de la peine. Pourtant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, la preuve est là. Elle provient de témoins de la défense, mais également de témoins du procureur. La preuve est là et le bureau du procureur ne l'adresse pas. D'une part, mais pire encore, il choisit de vous dire qu'elle n'existe pas. Et pourtant, ces éléments de preuve vous rapportent une multitude de facteurs atténuants. Monsieur le Président, nous vous demanderons respectueusement de prendre en considération 4 facteurs atténuants dans l'éventualité d'un prononcé de la peine. Dans un premier temps, nous vous demanderons de prendre en considération le contexte difficile découlant du conflit dans son ensemble. La jurisprudence a déjà pris en considération ces éléments dans le prononcé de la peine. La Chambre de première instance du TPIY l'a fait en rendant son jugement dans l'affaire Tchebelichi, et je vous renvoie respectueusement au paragraphe 1284 du jugement que vous pouvez voir à l'écran. Et dans cette affaire, la Chambre de première instance a pris en compte le fait que la commission de crime par l'un des accusés contre les détenus serbes de Bosnie s'est déroulée dans le contexte de l'environnement difficile du conflit armé dans son ensemble et des événements survenus dans la ville d'origine de l'accusé. Elle a notamment cité
l'atmosphère de peur constante de blessures ou de mort pour lui-même et sa famille, ainsi que le contexte des mauvais traitements infligés aux musulmans de Bosnie par les Serbes. Et ce raisonnement a été suivi par la suite dans plusieurs affaires du TPIY et du tribunal spécial pour la Sierra Leone. Les circonstances qui constituent ce facteur peuvent également être considérées comme des circonstances pertinentes au sens de l'article 145.2a petit i, en particulier compte tenu de la menace posée par la Seleka à M. Yekatom, à ses collègues FACA, ainsi qu'à la population civile plus largement en Centrafrique. Et je voudrais prendre le temps de vous décrire le contexte difficile de la Centrafrique en 2013 et la situation dans laquelle s'est retrouvé M. Yekatom. Contrairement à ce que vous dit M. le procureur hier, M. Yekatom s'est retrouvé dans une situation difficile qu'il n'a pas choisie et créant une peur pour sa famille et son pays, tout comme cela a été le cas pour des accusés dans l'affaire Tchebelichi. Et comme je vous en parlais précédemment, M. Yekatom a été déployé au 3e bureau de l'état-major en 2011. Et il s'était retrouvé à travailler sous les ordres du capitaine Grémangou. Alors en 2013, comme l'atteste notamment le témoin D29-8014, à la suite du coup d'État de la Seleka, M. Yekatom a continué à travailler au B3. Son supérieur hiérarchique n'est alors plus le capitaine Grémangou, mais le colonel Seleka Abdelkader. Et dédié à ses valeurs militaires, M. Yekatom est donc resté travailler au B3 alors que la Seleka avait pris le pouvoir. Parce qu'en tant que militaire, peu vous importe le pouvoir en place. Ce qui vous importe, c'est la protection de l'État et du peuple. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je voudrais un instant que vous vous replongiez dans l'état de chaos et d'atrocité dans laquelle la Seleka plongeait le pays en 2013. Parce que vous avez entendu une multitude de témoins à ce sujet, vous avez vu des images, des vidéos. La Seleka, ce sont des arrestations arbitraires. On vous kidnappe parce que vous avez eu le malheur de mal regarder un de leurs éléments. Ce sont des exécutions sommaires, des pillages, des tirs indiscriminés. Ce sont des viols, des actes de torture, des corps jetés dans le fleuve, des maisons incendiées. Ce sont des familles qui n'avaient plus d'endroit où vivre. La liste des exactions est encore longue et le récit des témoins l'est encore plus. Un dernier point quand même, la Seleka, ce sont des attaques ciblées des FACA. Et M. Yekatom n'y a pas échappé. Il a été la cible de la Seleka par 3 fois, comme l'atteste d'une part M. Yekatom, que vous pouvez voir dans une vidéo dont le transcrit s'affiche sur votre écran, et comme l'atteste également le témoin D29-8014 et le témoin P0888, qui vous explique également que c'est par chance que M. Yekatom a réussi à fuir et à traverser vers Zongo. M. Yekatom a vécu en exil à Zongo, un exil forcé qu'il n'a pas choisi et dans lequel les conditions de vie humaines étaient difficiles. Il a été enfermé pendant plusieurs jours par les autorités congolaises et son statut de militaire ne lui permettait pas de bénéficier de la protection du HCR. Encore une fois, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, imaginez-vous, tous les jours en exil, vous recevez des nouvelles catastrophiques sur la situation catastrophique de votre pays durant le régime Seleka. Vous avez peur des représailles de la Seleka sur votre famille, sur vos femmes, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Votre famille est éparpillée un peu partout parce qu'ils n'ont pas pu rester chez vous par peur justement de ces représailles. Vous avez peur et vous savez qu'il n'y a plus d'ordre, plus d'autorité, aucune force de protection pour venir en aide à la population, plus personne pour défendre vos proches. En 2013, et vous l'avez entendu de plusieurs témoins,
la Centrafrique est complètement délaissée. La communauté internationale ne bouge pas. Les humanitaires sur le terrain font ce qu'ils peuvent, mais le danger de la Séléka les empêche souvent de se déplacer, comme vous l'a décrit notamment le témoin D29 5013. Et effectivement, M. Ekatom a subi les représailles de la Séléka qui ont complètement détruit sa maison, inoccupée à ce moment-là, heureusement. Alors oui, en tant que Faka, mais également en tant que père de famille, M. Ekatom a voulu se battre pour sauver son pays, chasser la Séléka et le président Jotodia. Vous avez entendu une multitude d'éléments de preuve à ce sujet, et je voudrais vous montrer un extrait vidéo très court, contemporain des événements, et dans lequel M. Ekatom vous explique cela. Il s'agit de CAR OTP 2065 0396, de la seconde 33 à la seconde 54. Et pour les interprètes, le transcrit se trouve à CAR OTP 2122 2284, des lignes 17 à 20. Des anciens Faka? Oui, c'est vrai, partout c'est des Faka, parce que depuis que l'autre là, les Séléka sont rentrés, ils ont chassé des Faka, ils ne veulent pas travailler avec les Faka. Bon, nous on va mieux pour libérer le peuple centrafricain. C'est par rapport à ça que les Faka sont organisés, la révolution des forces armées centrafricaines pour le peuple. Nous on est là pour libérer le peuple. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il faut également que vous compreniez que ce devoir militaire envers sa patrie était attendu de M. Ekatom et des autres militaires par la population. Et ce sont notamment les propos tenus par la ministre Antoinette Montaigne que vous voyez sur votre écran dans un entretien radio le 6 mai 2014. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'en arrive au deuxième facteur atténuant que nous vous demandons de prendre en considération et qui est celui des efforts répétés de M. Ekatom pour minimiser la souffrance des victimes du conflit en 2013 et en 2014. Ces efforts se sont tout d'abord illustrés par les ordres de M. Ekatom qu'il a donnés à ces éléments. L'ordre de ne pas s'en prendre aux civils, de ne pas prendre pour cible les civils, et par manque de temps, je vous renvoie aux paragraphes 326 et 346 de notre mémoire finale, et l'ordre donné à ces éléments de respecter le droit international humanitaire, et de la même façon, je vous renvoie respectueusement aux paragraphes 299 et 303 de notre mémoire finale. Et ces efforts pour minimiser la souffrance des victimes se sont également concrétisés par les discours tenus par M. Ekatom directement à la population, qui n'attendait alors qu'une seule chose, celle de se venger. M. Ekatom leur a demandé de ne pas s'en prendre aux musulmans, justement pour éviter de causer des victimes parmi la population musulmane. Il a pris la parole à chaque fois qu'il en avait l'occasion pour réitérer l'objectif du RFA-CPP, qui était celui de chasser la Séléka et le président Jotodia. Et un exemple important dont vous avez entendu parler pendant ce procès est la participation de M. Ekatom à la réunion à la cathédrale de Mbaïki en janvier 2014.
qui était une réunion de dialogue et à laquelle ont participé des représentants de la communauté musulmane, de la communauté chrétienne, des figures politiques, des représentants de l'ordre et des humanitaires. Et plusieurs témoins présents vous ont raconté comment M. Ekatom s'est présenté en tant que Faka et qu'il a expliqué que le but du mouvement était de chasser la Séléka et le président Jotodia. Les participants de cette réunion ont décrit également M. Ekatom comme attentif et écoutant les différents discours des participants, dont les requêtes des représentants de la communauté musulmane. Plusieurs témoins du procureur vous ont expliqué que M. Ekatom a demandé lors de cette réunion à ce qu'un musulman initie la prière de clôture. Et je fais référence ici aux témoins P1839, P2041 et P1666. Et ce dernier témoin, P1666, qui était présent, vous explique même que le président de la jeunesse musulmane est allé féliciter M. Ekatom à la fin de la cérémonie. Et le message de paix que M. Ekatom a tenu dans cette salle de réunion était tellement convaincant que certains participants à la réunion ont demandé à M. Ekatom de répéter ce message à l'extérieur de la cathédrale, ce qu'a fait ce jour-là par 2 fois M. Ekatom. Et le discours de M. Ekatom à la communauté musulmane a grandement rassuré la communauté. Le témoin P1666 vous a dit que ces discours ont eu un impact. Il vous explique, et je cite, « Si jamais il n'avait pas tenu ses propos, certainement ça allait dégénérer en un conflit difficile. » Et les efforts de M. Ekatom pour minimiser les souffrances des victimes se sont aussi concrétisés par différentes initiatives pour réinstaurer l'appareil étatique et rétablir la sécurité de la population après le passage chaotique de la Séléka. Et il a fait de son mieux pour reprendre les propos du témoin P1839, pour que les gendarmes reprennent leur poste, tel que vous pouvez le voir à l'écran. Et par manque de temps, Madame, Messieurs les juges, je ne vais pas revenir plus longuement sur cet aspect, et je vous réfère respectueusement aux notes de bas de page 70 et 71 de notre mémoire sur la peine. Toujours de la même façon et dans le but de minimiser les souffrances des victimes du conflit, et une fois que la menace de la Séléka avait disparu, M. Ekatom a commencé à participer au processus du DDR, tel que vous le décrit notamment D29-8019. Vous avez également vu et entendu beaucoup de preuves à cet égard, et parmi eux se trouvent les éléments de preuve qui s'affichent sur votre écran. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, j'en arrive au 3e facteur atténuant que nous vous demanderons de prendre en considération dans le cadre du prononcé de la peine. Et il s'agit des efforts de M. Ekatom pour assister les victimes des crimes pour lesquels il est accusé. Plusieurs témoins de la défense, mais également du procureur, vous ont expliqué comment M. Ekatom était venu porter assistance à la population musulmane durant les événements. Et à ce sujet, je voudrais revenir un peu plus longuement sur le témoin D29-5014. Vous avez entendu dans cette salle d'audience comment M. Ekatom l'a sauvé durant les événements. Elle vous a raconté comment une foule s'était introduite dans sa concession pour s'en prendre à elle et à ses enfants en janvier 2014. Et comment M. Ekatom a crié à la foule, d'une part de ne pas la toucher, et d'autre part, et je cite, « Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis sont les Séléka. » M. Ekatom n'avait aucun intérêt à sauver D29-5014. Ce n'était pas un membre de sa famille, ce n'était pas une amie. Les faits sont là, ils n'ont pas été contestés par le bureau du procureur et vous ne pouvez les ignorer. Et le cas de D29-5014 n'est pas un cas isolé. Elle vous explique également comment M. Ekatom a aidé des musulmans venant de Boda où régnait le chaos, pour arriver jusqu'à Bangui sans problème. D'autres témoins du procureur, cette fois, notamment le témoin P1193, vous a expliqué comment M. Ekatom avait remis à la Miska des musulmans dans la Lobaye, car ils étaient menacés par la population.
Il vous a notamment expliqué comment M. Ekatom a protégé les musulmans à Pékin-9 alors que la population voulait s'en prendre à eux. Et de façon similaire, toujours un témoin du procureur, cette fois-ci P0888, a témoigné que, alors que M. Ekatom se trouvait dans le village de Bando-Koro vers Bosongo, un camion s'est arrêté à une barrière et que M. Ekatom a entendu des bruits, des pleurs d'un enfant provenant de l'arrière du camion, et qu'en ouvrant le camion, il a découvert des musulmans qui s'y cachaient. M. Ekatom les a fait descendre du camion pour qu'ils prennent l'air et leur a acheté de l'eau. Il les a ensuite escortés jusqu'à Bangui avec son propre véhicule. Toujours un autre témoin du procureur, P1647, vous a également expliqué comment M. Ekatom l'a envoyé au village de Kapou pour protéger les Peuls présents dans ce village. Un dernier exemple, le témoin P0446 a témoigné de la remise par M. Ekatom à la gendarmerie au village de Centrapalme d'un musulman nommé Koyabadé pour être protégé et comment il a fait appel à P0446 pour le libérer. Alors non, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, toutes les réunions, les discours en faveur de la cohésion sociale organisés par M. Ekatom ou auxquels il a participé n'ont pas été filmés. Et oui, contrairement à ce que vous dira Monsieur le procureur, les propos de M. Ekatom étaient les mêmes, que ce soit face caméra ou non, en présence de journalistes ou non, en présence de représentants d'ONG ou non, en présence de militaires de la force sangaris ou non, et heureusement, des témoins présents ont pu vous en faire part. Mais le bureau du procureur vous dira qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et parfois, ces efforts pour minimiser la souffrance des victimes de la crise se sont simplement manifestés par des conversations que M. Ekatom a eues avec des personnes de confession musulmane, comme vous l'a rapporté notamment le témoin P2353, un habitant de Mbaïki. Et alors que ce témoin s'apprêtait à quitter la Centrafrique pour le Tchad, M. Ekatom lui a demandé de ne pas partir. Il lui a dit que bientôt la situation se stabiliserait et qu'il pourrait retourner à Mbaïki. Il le lui a dit car il savait ce que c'était de vivre en exil. Et c'est parce qu'il savait cela qu'il a demandé à P2353, témoin et victime dans cette procédure, de ne pas partir. Et cette conversation, Monsieur le Président, illustre concrètement que M. Ekatom n'a jamais voulu le départ des musulmans. En plus de protéger directement les victimes musulmanes, M. Ekatom a participé et a initié des actions de cohésion sociale, qui étaient également un moyen d'assister les victimes de la crise. Et ces efforts se sont concrétisés par des actions en faveur de la réouverture des mosquées après les événements. Le témoin D293010, qui est une figure importante de la communauté musulmane à Bangui, vous parle de la prise de parole de M. Ekatom, notamment pour la réouverture de la mosquée de Kina, la réouverture pour la mosquée de Lakwanga à Bangui et l'organisation d'une réunion à Mbaïki pour demander la réouverture de la mosquée Baguérimi. D'autres actions qui ont visé justement à minimiser... visant à assister les crimes tels que la réouverture... à assister les victimes, des crimes tels que la réouverture du cimetière musulman et la promotion de la libre circulation des personnes, sont développées plus longuement dans notre mémoire sur la peine et je vous renvoie respectueusement au paragraphe 36. J'en arrive à mon quatrième facteur atténuant, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et nous vous demanderons de prendre en considération, dans le cadre du prononcé de la peine, les efforts que M. Ekatom a faits pour la cohésion sociale et la promotion de la paix et de la réconciliation. Le témoin D293010 vous raconte notamment la participation de M. Ekatom à une réunion pour la paix à la MINUSCA
il vous fait part également de la participation de M. Ekatom à la cérémonie organisée par M. Wenezui, et dont le témoin P0888 vous parle également et vous explique plus encore que M. Ekatom a été le seul à répondre à l'appel de M. Wenezui pour participer à cette réunion de réconciliation. Dès juillet 2014, M. Ekatom a participé au Forum de Brazzaville en présence de différents représentants de la société civile et de la jeunesse centrafricaine. Forum qui, je vous le rappelle, était organisé pour garantir la cessation des hostilités. Et cela ne s'est pas arrêté à une simple participation au Forum de Brazzaville, mais dès son retour en Centrafrique, M. Ekatom s'est rendu directement auprès de la population pour les sensibiliser à la réconciliation et au vivre ensemble. Et de la même façon, un an plus tard, en mai 2015, M. Ekatom a participé au Forum de Bangui. Et les témoins D293010 et P0819 vous en parlent. Excusez-moi, le témoin P8019 vous en parle. Et le témoin D293010 vous rapporte les propos de M. Ekatom qui ont été les suivants. Nous sommes là pour la paix dans le pays. Il a rajouté « Tout ce que nous avons fait, c'était dans le but de combattre la nébuleuse Séléka, mais il ne faut pas toucher à la population musulmane. » Des représentants du bureau du procureur étaient présents, mais ils vous diront pourtant qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. M. Ekatom a également organisé des rencontres sportives dans le cadre du dialogue intercommunautaire, comme en témoigne notamment le témoin D298017. Celui-ci vous parle d'un match de foot organisé sur le terrain de Sagbado entre jeunes musulmans et chrétiens. Vous vous en souviendrez, je vous parlais un peu plus tôt du terrain de Sagbado, ce terrain sur lequel M. Ekatom jouait au foot lorsqu'il était petit. Et ce n'est pas anodin si M. Ekatom a choisi le football, car c'est un sport accessible et populaire en Centrafrique et à travers lequel toutes les communautés se rejoignent. Et comme je vous en parlais un peu plus tôt, M. Ekatom est devenu député de la circonscription de Mbaïki en 2016. Et la campagne de M. Ekatom pour devenir député s'est inscrite dans la continuation de ses efforts de paix et de cohésion sociale qui ont perduré après les événements. Et ce devoir patriotique qu'il avait en tant que militaire, et dont je vous parlais, s'est alors naturellement transformé en une volonté de se mettre au service de son pays et de la population centrafricaine. En tant que député, M. Ekatom prenait son mandat très à cœur, comme l'attestent les témoins D298027 et D298019. Il se rendait régulièrement dans sa circonscription pour rester proche de son électorat. Et en tant que député, M. Ekatom avait conscience des problèmes quotidiens auxquels était confrontée la population. Vous en conviendrez avec moi, les deux piliers d'une bonne société sont la santé et l'éducation. Alors M. Ekatom s'est penché sur ces deux thèmes durant son mandat de député, comme l'attestent les témoins D298017 et D298019. Relativement à ses projets de construction d'une école à Kapou et d'un centre de santé à Bosongo. M. Ekatom a continué le combat qu'il avait commencé en tant que militaire, celui contre le népotisme, et il prenait la parole pour une meilleure professionnalisation de l'armée. Durant son mandat, M. Ekatom dénonçait également la corruption de ses collègues. Et plus encore, M. Ekatom a refusé d'être lui-même acteur de cette corruption, en refusant de recevoir une somme d'argent afin de voter la destitution
de l'ancien président musulman de l'Assemblée nationale, Karim Mekassoua. C'est ce que vous dit le témoin D29-8027 au paragraphe 23 de sa déclaration. Et je cite, « Monsieur Yekatom a refusé de céder aux pressions du gouvernement de l'époque. » Et hier, le bureau du procureur vous a montré une vidéo de l'incident à l'Assemblée nationale sans vous donner le contexte. Et justement, cette vidéo arrive précisément au moment du vote de l'éviction de Karim Mekassoua par les députés qui avaient été achetés par le gouvernement de l'époque. Donc il est important, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, de remettre les choses dans leur contexte. Il est important de préciser que, contrairement à ce que vous avez entendu dans la vidéo, M. Yekatom n'a tiré sur personne ce jour-là. En toute sincérité, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, je manque de temps pour être véritablement exhaustive et vous énumérer l'ensemble de la preuve, l'ensemble des propos tenus et que vous avez entendus dans cette salle d'audience, des témoins, sur les actions de cohésion sociale, de réconciliation, de paix et des discours que M. Yekatom a tenus. Mais le procureur, encore une fois, vous dira qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Je vous remercie pour votre écoute, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, et je cède la parole à présent à mon confrère, Monsieur Pagès-Granier. Thank you, Ms. Bessa. Le juge président, merci Madame Bessa. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Madame Bessa vient de vous présenter qui est Monsieur Yekatom, son histoire familiale, son parcours professionnel. Elle vous a également présenté des circonstances atténuantes que vous pourrez prendre en compte lors de la détermination d'une éventuelle peine. Je souhaite, dans un premier temps, rester sur ce sujet et vous présenter des vidéos contemporaines des faits qui montrent qu'à l'époque, comme on vous l'a dit, M. Yekatom a protégé la population. Ces vidéos vous permettront d'apprécier au mieux qui est M. Yekatom. Une personne bien différente du portrait sans aucune nuance que le procureur vous a fait. Le procureur qui, d'ailleurs, hier, vous a plaidé en disant, et je cite en anglais, « The defense suggests » La suggestion de la défense selon laquelle M. Yekatom a travaillé à la promotion de la paix, au regard des faits apportés dans la présente affaire, est une affirmation étonnante. Alors voyons la preuve au dossier. Et je souhaite dès à présent vous montrer une première vidéo. Cette dernière a été filmée aux environs du 13 décembre 2013 dans le quartier de Bouing, à Bangui, au cœur des événements. Vous allez voir M. Yekatom au contact de la population, essayant de la rassurer. Cette vidéo est d'une durée de 25 secondes. Pour les interprètes, la traduction se trouve à CAR OTP 2127 4438, ligne 5 à 23. Et pour information, cette vidéo peut être diffusée au public. Si nous restons cela libre, si d'autres éléments ne rentrent pas, nous mettrons en place un poste de garde pour vous protéger. D'accord? Oui, oui. Vous aussi, si vous voyez des personnes qui entrent ici, si elles ne sont pas bien, signalez-le rapidement aux jeunes qui sont...
cette vidéo. That's no problem, I think. Le juge président, aucun problème. Dès que vous aurez trouvé la transcription, veuillez nous en informer et en donner lecture. Et nous dirons alors au Conseil qu'il peut poursuivre. Could you please repeat the error? Pourriez-vous répéter la référence ERN? Car OTP 2065 1989 et la traduction car OTP 2127 4438 ligne 5 à 23. Thank you very much. Please. Le juge président, merci beaucoup. Veuillez continuer. Dans cette vidéo, vous avez vu, ou plutôt vous avez entendu, M. Yekatom s'adresser à cette habitante du quartier de Bouing et lui dire « N'ayez pas peur, nous mettons un poste ici pour vous protéger. N'ayez pas peur. » Ce sont ces mots. Et dans le dossier, il y a bien d'autres vidéos comme celle-ci. Nous en avons identifié certaines dans nos réponses au bar table motion du procureur. Et je vous renvoie notamment à l'annexe A de notre écriture 2233. Ces vidéos sont illustratives de la volonté de M. Yekatom d'assurer la sécurité et la protection de tous dans les zones où il se trouve, de tous les habitants, sans aucune distinction, sans aucune discrimination. Outre la protection de la population que l'on vient de voir, M. Yekatom est également attaché à la protection des biens appartenant à l'État. Vous avez sur votre écran une nouvelle vidéo. Celle-ci a été également filmée aux environs du 13 décembre 2013, à proximité immédiate de Bangui. Cette vidéo est d'une durée de 1 minute et 13 secondes. Et pour les interprètes, la traduction se trouve à car OTP 0000 2083, ligne 1 à 26. Et cette vidéo... Please. Le juge président, veuillez nous faire signe dès que vous êtes prêts. Messieurs les interprètes, nous aurons ainsi une interprétation simultanée. Très bien, allons-y. Fox, c'est que ça quoi? Bon, là, d'après mon magazine d'hier encore.
où sont les gens, vous tous qui êtes là-bas, venez, ne vous sauvez pas, ne vous sauvez pas, venez tous, ne vous sauvez pas. Mathurin, passez par là-bas, passez derrière ceux qui sont ici. Venez, ne vous sauvez pas. Pourquoi les enfants se sauvent-ils? Et puis, mère, dis aux enfants de venir. Bon, où sont les autres, les Fox qui sont ici? Où sont-ils passés? Je ne sais pas où ils sont allés. Bon, ils sont absents et toi, tu viens encore pour voler. Bon, c'est que ces choses, les enfants étaient en train de les voler comme j'ai vu faire. Je me suis dit que je vais prendre la couverture pour la clôture de mes toilettes, papa. Maître Pages-Granier, nous pouvons nous arrêter là. Le juge président, oui, c'est suffisant. Continuons. Dans cette vidéo, vous venez de voir M. Ekatom arriver dans une concession, une zone industrielle appartenant à l'État. Et on le comprend de la vidéo que cet endroit était en train d'être pillé. Vous l'avez entendu interagir avec une dame, se lamenter qu'une mère de famille se retrouve à piller un tel lieu. Et vous l'avez également entendu se demander où sont les Fox. Les Fox, qui est un terme en Centrafrique qui désigne les gardes de sécurité. Il se demande où se trouvent les gardiens officiels qui sont censés assurer la sécurité de ce lieu. Dans une autre vidéo qui est filmée quelques minutes après, on n'aura pas besoin de la diffuser et les références se trouvent sur votre écran. Dans cette autre vidéo, on peut voir M. Ekatom organiser les personnes présentes afin d'assurer la protection du lieu, éviter que les pillages continuent, jusqu'à ce qu'il retrouve le gardien officiel. Ces vidéos montrent que M. Ekatom protégeait aussi les biens de la communauté. Il savait que dans un pays démuni comme la Centrafrique, lorsque les biens de l'État sont pillés, c'est la population qui souffre derrière. Et vous pourrez remarquer que dans ces vidéos, il s'adresse spontanément aux individus en sango. Il ne prête pas attention à la caméra. Il n'est pas en train de faire un show pour la journaliste qui le filme. Le procureur vous a dit hier que la personne que vous avez vue dans cette salle d'audience n'est pas la même que la personne qui était sur le terrain en 2013-2014. Ces images vous montrent qui il était aussi. Une personne qui veut faire en sorte que, dans la zone où il se trouve, la population puisse être rassurée, en sécurité, et qu'elle puisse vivre aussi normalement que possible, étant donné les circonstances. Lors de la détermination d'une peine, nous vous demandons de garder ces images à l'esprit et d'en tenir compte. Car en 2013-2014, M. Ekatom, c'est également l'homme que vous venez de voir sur ces images. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Baba Makuze, Azozimbi, Aba atene sa binaliti Ekatom voilà charge sosi abi nandotulu. Sosi tene iza tene nandocha bina tene so isi I fanala si kinga na tene chi na datomba. Ni la faze so yeshi tene isa atene la vurupolele mbeni circonstances aggravantes so mbeni sa limuchi tene ane nandochi a charge so abi nandochi Ekatom so a koton sa ki da pepe. A yeso a fa a procureur a fa si a wa silinjacha wa pasi a fa a luti nandochi tenenti ba tenenti kanga nyali muchi tene anenga nguso a luti nandochi tenenta tene ba leye fanda fa atene gingo be akwa ki da pepe nandocha ginoni sinila a tene so simbe ke gweti ziani danala la so bogomania ki temi munala sangu nandocha mina circonstance nandochi a charge so procureur a fa tene ba tene chi Congo kapa chi wala bingo mamboko chi Ekatom na chak balisu ko joten so bichi fanala a ke a tango so si a ba charge so ni la na chi tene chi tango wala cadre temporel so avec ginduru
a acte wala a comportement ça a boto meti ekatom na ndoni à Londres en décembre 2013 ici en février 2014 tango sosi ala ichi mu tena de nganga shikanga na ndo chilo alimbi tena mu tango na du chinduru ndati sosi ayini a passé mana tambla lani aninga mingi ape na tango sosi kodrona kilani gimbringa si tango so sa kinduru si a lokpale sa tambla lani so ba objectif ti yekatom lani avulani pulele akechi tene ndoto ja aza mbata tigbia ngana seleka a on akembeni régime so loki sara itingangu na a wakodro wala population fomba chimbisa certain na la fadigawe na peko ti so si objectif ti yekatom tenti ongoti ndoto ja na seleka so a onwe lo sa kusa chi tene azo le songo atendi réconciliation ala bana lecha vidéo so lo na seleka Suleiman Daouda na lechi vidéo so lo na lo luti lo ilo lo tene ita na pekoti social a pika ngumila na ndo chimbala ite ita si azo so si lana ke na yachi a tirito so si ala fale chambi pepe yekatom ai chilo tonga so apelo ke tenti poro so pepe wa tenti bi idéologie pepe lo tiri tenti tene mbeni wa poro saki ando chimbata chi bia pepe wa chite lo lu ga tambeni kuta na chi kodo pepe lo tiri chi tene ndoto jana so chilo aseleka on chilo awe objectif chilo la ndati so si yekatom abi maboko na cha tiri so ali bi tene ala ba abibe chilo so si ala de ngbanga na ndo chilo bi ke go façon do tenti a charge so si a bo tenti a attaque ti 5 décembre na gbata chi bongi na chi a kondalo ti David défense a ke tene so pepe ta tene biani yekatom a kokapa na yati tiri so lani si baba makunzi tango sala ke dengbanga tene wala acte so alingbisi tene a condamné ni na tango so sara a opération alingbisi tene a dengbanga sinye na ndoni lingbi tene batana lichi so balo koka pa na chi opération so na pekoti so si le pika iso na capitaine Gremangu so ke kuta zo chilo na chi armée timbi tokwa na paragraphe 355 tia konda lo ti ge a fa pepe so ba yekatom na tapandeni lo koka pasi tene lo fa lango so si asara attaque ni so wala azwa si alimbi tene attaquer bongi wala na ambina ndokwe implication so lo kelana yani pepe na chi lekengo gecha attaque so alimbi tene ala bile chala na ndoni na tango social ki dengbanga chala baba makunzi. Toujours, en fait, et le but de mon propos, vous l'aurez compris, ndachi tenchi sombi tene so ake chi tene bi kiri na dochi tene sombi tene ba pakaraye katom ake beni tête pensant par kuta zo sa du chandochi lo siasara attaque 5 décembre 2013 so pepe le ke tête pensante pepe ngana kamba na attaque 5 décembre so procureur atenchi la tene qu'il existe une circonstance aggravante en lien avec la vulnérabilité des marchands qui auraient été tués au marché de Boeing. Mais pour qu'une circonstance aggravante soit prise en compte, elle doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Et dans le cas d'espèce, il faut bien reconnaître que le procureur n'a pas rempli cette obligation. Le procureur se contente d'un flou sur ce sujet. Il ne dit pas en quoi ces personnes étaient particulièrement vulnérables. Il ne l'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Le procureur déforme également la preuve en vous suggérant hier, comme il avait fait dans son mémoire final, que pour la défense, le simple fait pour une personne de prendre un thé avec les Séléka serait une justification pour que cette personne soit tuée. Ce ne sont pas et ce ne sont jamais été les soumissions de la défense. Et ce n'est pas non plus la preuve que vous avez entendue sur les marchands du marché de Boeing. La preuve au dossier tend au contraire à démontrer qu'un ou plusieurs marchands avaient des armes, portaient des uniformes,
avaient des grades attribués par la Séléka et qu'ils ont combattu ce matin-là du 5 décembre. Cette preuve, elle est fournie par les propres témoins du procureur. C'est par exemple le témoin P0884. Et je vous renvoie à ce propos au paragraphe 394 et suivant de notre mémoire finale. Dans ce contexte, on est très loin de la présentation de civils vulnérables faite par l'accusation, et vous ne pourrez que rejeter sa demande de circonstances aggravantes. Comme vous le voyez désormais à l'écran, le procureur indique au paragraphe 22 de ses écritures sur la peine que le degré de participation de M. Ekatom au crime poursuivi est plus important, car, et je cite en anglais, il jouait un rôle plus proche, plus personnel dans leur commission. Il vous appartiendra, dans votre jugement, d'analyser le degré d'implication réel de M. Ekatom dans les crimes commis. Ainsi, nous vous rappelons que la preuve au dossier démontre que M. Ekatom était absent lors d'une partie substantielle des événements du 24 décembre 2013 et de la mort de Saint-Cyr-la-Pau. La preuve est claire à ce sujet et le procureur lui-même le mentionne au paragraphe 696 et 697 de son mémoire finale. Je vous renvoie également au paragraphe 445 et suivant de notre mémoire finale sur ce point. De même, en relation avec les charges de l'axe PK9 Mbaïki, il est important de rappeler que la preuve au dossier tend également à démontrer que M. Ekatom n'est pas présent lors de combats sur cet axe. Le témoin P1839 est clair et constant sur ce sujet. Vous l'avez à l'écran. Un autre témoin, P1666, a indiqué également qu'on voyait rarement M. Ekatom à Mbaïki, qui ne faisait que patrouiller l'axe en faisant des allers-retours. Mbaïki, qui est justement la ville où s'est déroulé le meurtre du second adjoint au maire, M. Djido Saleh. Il est important de rappeler qu'il ressort de la preuve que M. Ekatom n'est pas non plus présent lors de ce meurtre. Rien ne permet non plus de conclure à un ordre spécifique de sa part en lien avec ce meurtre. Contrairement aux soumissions du procureur, vous devrez tenir compte de tout cela, du fait qu'il n'est pas physiquement présent lors de la réalisation des faits, et que cette absence impacte grandement son degré de participation à la réalisation des charges. Degré qui est nécessairement amoindri, et vous devrez en tenir compte. Je vais à présent revenir pendant quelques minutes sur les charges relatives au 24 décembre 2013 à Yamwara, et en particulier sur le degré de gravité de certains des faits. Ainsi, vis-à-vis notamment du chef 14, emprisonnement et autres formes de privation grave de liberté physique. Il est nécessaire de prendre en compte la circonstance de la faible durée de l'incident dans sa globalité. À ce titre, nous vous rappelons que les personnes sont stoppées et amenées à la base de Yamwara dans la fin de l'après-midi du 24 décembre 2013. Elles seront transférées à la base de M. Sylvestre Yagouzou le soir même. Elles ne restent tout au plus que quelques heures à la base de Yamwara, puis de la base de M. Yagouzou, elles seront remises aux forces françaises 48 heures plus tard, le 26 décembre. Il faudra prendre en compte cette faible durée. De même, l'absence de blessures physiques graves des personnes libérées devra également être prise en compte lors de la détermination d'une peine. Madame Catherine Samba-Panza l'a mentionné à la radio à l'époque, indiquant que les personnes n'avaient pas été maltraitées. Mais surtout, et plus important encore, le témoignage de P1811 que vous avez à votre écran, on ne peut pas l'ignorer. Témoignage qui indique qu'à la libération du groupe, il leur avait été demandé s'ils avaient été battus ou maltraités, et qu'à cette question, ils avaient répondu par la négative. Le comportement, maintenant, de M. Ekatom, une fois qu'il arrive à la base, cette soirée-là, devra également être pris en compte dans votre jugement. Le témoin P1811 l'indique. Quand M. Ekatom est arrivé, il a parlé calmement avec le groupe. Il n'a violenté personne.
Au contraire, M. Ekatom a immédiatement contacté la force Sangaris. Vous avez ces appels dans les registres de données d'appel. Vous l'avez au dossier. Les personnes seront transférées le soir même à la base de M. Yagouzou, d'où elles seront effectivement remises à la force Sangaris. Cette intervention immédiate de M. Ekatom, afin que les victimes puissent être libérées, constitue une circonstance atténuante aux charges relatives aux événements du 24 décembre 2013. Un autre élément que vous pourrez prendre en compte est le fait que M. Ekatom, lorsqu'il est arrivé, il a rassuré les personnes du groupe avec qui il a communiqué. Il leur a dit que rien de mal ne leur arriverait. Vous avez le témoignage à l'écran. Et pour conclure sur ce point, on comprend de la preuve que M. Ekatom s'est découvert un lien personnel, une connaissance commune avec une des personnes du groupe. Et malgré cela, il est important de noter que M. Ekatom a apporté son aide à toutes les personnes dont il avait connaissance une fois qu'il est arrivé. Toutes, qu'il ait une connaissance commune ou pas. Ces actions positives de M. Ekatom vis-à-vis des victimes militent, nous le soumettons, pour une peine raisonnée, dans l'éventualité où vous le condamneriez sur ces charges. Le juge président interrompant. J'ai l'impression que le moment est opportun pour prendre cette courte pause de 5 minutes que nous avions annoncée. Maître Dimitri, Monsieur le Président, Maître Pagès-Granier a presque fini. Il ne lui reste que quelques minutes. Et ma dernière partie durera une demi-heure et ce sera une césure plutôt naturelle. Le juge président, excellente explication, vous avez tout à fait raison. Veuillez continuer, Maître Pagès. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vais désormais aborder mon dernier sujet. Qui est M. Ekatom aujourd'hui, en janvier 2025, après 6 années de détention? Qui est l'homme que vous êtes amené à juger? La règle 145.1b l'indique, pour la fixation de la peine, il faut tenir compte de la situation de la personne condamnée. Alors, quelle est cette situation de M. Ekatom? M. Ekatom a été transféré de la Centrafrique au centre de détention de La Haye le 17 novembre 2018, il y a 6 ans et 2 mois. Du jour au lendemain, il a été transféré à des milliers de kilomètres de chez lui, dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas la langue, pas la culture. Ce transfert a été un déracinement brutal pour lui. Et l'homme qu'il est aujourd'hui est forcément défini par ces 6 années de détention passées ici. À presque 50 ans, c'est quasiment 1/5 de sa vie d'adulte qu'il aura passé en détention provisoire. Son comportement, ici, en détention, vous permettra d'apprécier quelle est sa personnalité aujourd'hui. Et il faut reconnaître, dès à présent, que la détention provisoire de M. Ekatom a été toute sauf normale. Et en premier lieu, en raison de la pandémie du Covid-19. Cette crise a conduit notamment à une interruption totale des visites familiales au centre de détention durant 16 mois, quasiment 1 an et demi. Une interruption totale également des visites de nous, la défense, auprès de M. Ekatom durant 10 mois, quasiment 1 année. De mars 2020 à début 2021, les seuls liens sociaux de M. Ekatom étaient avec les gardes et les autres détenus. Cela a créé un isolement extrême de M. Ekatom, plus que ce qui est attendu d'une détention normale. Et cet isolement pouvait en partie être atténué par des solutions très simples, des solutions techniques. Permettre au moins des contacts visuels, par visioconférence, entre M. Ekatom et ses proches. Cela a été possible et d'autres tribunaux l'ont fait, vous le voyez à l'écran. Ces autres tribunaux ont été très rapidement pragmatiques face à la situation exceptionnelle. Si les détenus ne peuvent plus avoir de visite physique avec leurs proches, alors permettons au moins qu'ils les voient en vidéo. Malheureusement, le greffe de la Cour pénale internationale n'a pas été aussi proactif. Comme vous le voyez désormais à l'écran, ce n'est qu'après une décision de votre part, la décision 869, qu'enfin, le greffe permettra ces appels vidéo à partir de mars 2021, plusieurs mois après ces autres tribunaux internationaux.
qui partagent pourtant tous le même bâtiment au centre de détention de La Haye. Rien ne pouvait justifier ce retard qui a contribué à exacerber l'isolement de M. Ekatom. À cette époque, seuls des appels téléphoniques étaient possibles afin de garder un contact avec les proches. Appels qui étaient également soumis à des restrictions. Il ne pouvait appeler que 1 ou 2 fois par semaine. Cette période était marquée par l'incertitude de l'évolution de la pandémie, un isolement de M. Ekatom, des difficultés à maintenir des liens familiaux et une angoisse toute particulière pour sa mère, qui est âgée et malade et qui se trouvait en Centrafrique. Dans ce contexte, les effets de la privation de liberté sur M. Ekatom ont été aggravés. L'article 78.2 du Statut de Rome prévoit que le temps passé en détention provisoire est soustrait de la peine d'emprisonnement prononcée. Mais lorsque cet article a été rédigé, il a été rédigé avec le présupposé et sur la prémisse que les conditions de détention du détenu étaient normales. Personne n'a pensé, lors de la rédaction de cet article, à une pandémie mondiale qui dégraderait à ce point les conditions de détention, qui aggraverait à ce point les conséquences de la privation de liberté. Durant près d'1 an et demi, la privation de liberté de M. Ekatom a eu un effet punitif sur lui beaucoup plus sévère que ce qui est normalement envisagé, beaucoup plus sévère que ce qu'ont vécu les autres détenus de cette cour qui ont été condamnés antérieurement à cette pandémie. Et nous vous demandons de prendre en compte le fait qu'une partie de la détention provisoire de M. Ekatom a été beaucoup plus dure que ce que leur aurait dû être en temps normal. Et il faut noter à cet effet que diverses juridictions nationales ont tenu compte des effets de la crise sanitaire vis-à-vis des peines prononcées. Le Royaume-Uni a considéré que le Covid-19 rendait l'impact d'une détention plus importante sur les personnes détenues. La France a prévu des réductions de peine. Les juridictions canadiennes, vous l'avez à l'écran, considèrent, elles, que la détention provisoire est intrinsèquement dure sur les personnes détenues et que la crise sanitaire n'a fait que renforcer cette dureté. Une aggravation qui est une considération à prendre en compte lors de la détermination d'une peine. Et dans cette même ligne, nous vous demandons de prendre en compte ces conditions anormalement dures de détention lors de votre détermination du quantum de la peine de M. Ekatom. Un tout dernier point sur cette période marquée par le Covid-19. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, durant 10 mois, la défense n'a pas pu avoir de contact physique avec M. Ekatom au centre de détention. Cela est survenu à un moment charnière du procès, juste avant son début, en mars 2021. À cette époque, la défense devait faire un travail d'analyse sur toute la preuve qui était divulguée, et notamment des centaines, voire des milliers d'audios et de vidéos. Avant la pandémie, cela était très simple. Nous allions voir M. Ekatom au centre de détention, on s'asseyait avec lui, on regardait les vidéos sur un ordinateur. Lors de la pandémie, il a fallu trouver une autre solution. Chacun chez soi, au téléphone, à regarder la même vidéo. Une solution qui était beaucoup plus chronophage et moins pratique que ce qui existait. Cela a pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources à l'équipe pour faire un même travail d'analyse. Mais malgré cela, et c'est ce qu'il faut retenir, M. Ekatom n'a jamais souhaité demander un report du début du procès, car il souhaitait et a tout fait pour que les procédures puissent commencer dans les temps. Il a gardé cette ligne, ne pas retarder les procédures tout au long du procès. Vous vous souviendrez que lorsqu'il avait des ennuis de santé, il a accepté de suivre les audiences par visioconférence. Il a même accepté à renoncer totalement à son droit d'être présent. M. Ekatom a accepté de faire ses compromis avec ses droits car il comprenait les conséquences d'un report des audiences. Il a fait par respect pour la Cour, par respect pour les témoins qui venaient de loin, par respect pour le travail de tout le monde ici. Ce comportement, lors du procès de M. Ekatom, démontre une preuve de bonne coopération avec la Cour et un comportement qui n'a rien à voir avec celui qui a été décrit par le procureur. Très rapidement, un dernier problème auquel a été confronté M. Ekatom au centre de détention, le non-respect de ses droits, et notamment, vous l'avez à l'écran, de la norme 199,
vis-à-vis de la nourriture qui est servie aux détenus. Cette norme précise que la nourriture doit respecter les pratiques culturelles des détenus. Et mon propos a pour seul but de vous montrer comment M. Ekatom a réagi face à cette situation, car c'est son comportement qui vous permet d'apprécier sa personnalité. Depuis l'arrivée de M. Ekatom au centre de détention, cette règle n'a pas été respectée. Et face à cette situation, qu'a-t-il fait? Il a suivi les règles, il a suivi les procédures mises à sa disposition. Il a fait une plainte qui est arrivée jusque devant la présidence en février 2023. Vous avez cette décision sous les yeux. La présidence a donné gain de cause à M. Ekatom, enjoignant aux greffes de rectifier la situation. Et depuis cette situation, que s'est-il passé? Rien. Rien n'a changé. Le greffe se borne depuis à envoyer de vagues mémorandums indiquant qu'il travaille sur le sujet. Aucune date de mise en conformité n'est donnée. M. Ekatom, lui, en attendant, patiente toujours que ses droits soient respectés. Et cet exemple vous permet d'apprécier une partie de la personnalité et du comportement de M. Ekatom aujourd'hui, encore une fois, bien loin de l'image donnée par l'accusation. Image d'autant plus erronée que M. Ekatom, malgré ses problèmes avec l'administration pénitentiaire, sait faire la part des choses. Lorsqu'il a été atteint gravement par le Covid-19, il a même été hospitalisé, une des premières choses qu'il a souhaité faire en sortant de l'hôpital, c'est d'envoyer une lettre de remerciement aux gardes et au personnel de santé. Vous l'avez à votre écran. Voilà qui est M. Ekatom. Et ce n'est pas un comportement isolé. M. Ekatom, c'est également une personne qui a aidé un codétenu malade en lui préparant ses repas. C'est quelqu'un qui a joué un rôle de médiateur au centre de détention lorsqu'il existait des tensions entre certains détenus. On est loin de l'image dépeinte par l'accusation, d'un détenu qui viole les règles de ses conditions de détention. Et sur ce point, sur les violations alléguées en matière de restrictions téléphoniques, je vous renvoie aux multiples écritures que nous avons faites sur le sujet. Et je vous rappelle que M. Ekatom a aussi été proactif, rappelant les règles à ses interlocuteurs. Mesdames et messieurs les juges, que retenir de tout ça? Tous les éléments que je viens d'aborder pointent dans une direction unique. Le fait que M. Ekatom a toutes les chances de réussir une réinsertion dans la société, si vous deviez avoir à prononcer une peine. M. Ekatom va avoir 50 ans à la fin du mois. Ses carrières militaires et politiques sont derrière lui. Il n'a que pour seul projet d'être présent pour sa famille et de les aider, d'être un membre productif de la société. Voilà qui est M. Ekatom aujourd'hui, en janvier 2025. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie pour votre attention et je laisserai la parole après la pause à Maître Dimitri. Yeah. Indeed, after the break, which will be really short, 5 minutes, and Nous allons prendre une pause de 5 minutes, très brièvement, et faites-nous savoir quand nous pourrons reprendre. Merci.